Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invitée est Agnès Thill, députée La République En Marche. Bonjour Agnès Thill. Bonjour. Institutrice puis directrice d'école, vous avez été encartée quelques années au Parti Socialiste, mais déçue, vous aviez délaissé depuis belle lurette la vie politique quand, en 2016, vous avez rejoint En Marche et décidé de faire campagne pour Emmanuel Macron. Mieux, au culot, vous avez adressé votre CV et une lettre de motivation pour candidater à l'investiture aux législatives. Surprise, vous êtes retenu, puis élu dans l'Oise. À l'Assemblée, vous êtes membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Mais ce sont les sujets bioéthiques qui vous ont ramené sur le devant de la scène politique et sous les feux de l'actualité. Catholique pratiquante, vous faites partie de ces très rares députés LREM qui a pris position contre la PMA. Ce qui vous vaut l'inimité de certains de vos collègues. Et puis, suite à un tweet que vous aviez posté la semaine dernière, une certaine remise au pas du chef du groupe LREM, Gilles Legendre. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Lou Bémond de Senneville pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot de RCF. Et avant de commencer par scruter l'actualité de la semaine, une première question plus personnelle, Agnès Thill. Vous êtes enfant d'une famille ouvrière, vous avez été institutrice et vous dites souvent « j'ai élevé ma fille seule ». Tout cela font de vous une personnalité un peu à part dans le paysage LREM où on a vu beaucoup de nouveaux députés plutôt issus de Bac+7 et de professions sociales assez élevées. C'est un peu vrai. Et justement, j'ai pensé que c'était des gens comme moi qui devions être là où se prennent les décisions. Les gens, tout le monde, ceux qui sont dans la rue, clairement, moi je donnais des cours particuliers pour avoir 17 € de plus par semaine parce que oui, seul avec un enfant, avec 1 300, 1 500, 1 700 € par mois, oui, c'est dur et c'est même très dur et très compliqué. Oui, c'est le camping, les vacances et oui, on regarde à 17 € par semaine. Et bien, ces questions aussi de pouvoir d'achat et des Français, on y reviendra tout à l'heure, mais d'abord, dans cette première partie, une question de Lou Bémond de Senneville. Oui, alors Agnès Thill, évidemment, on va revenir sur le fond de la raison de votre opposition à l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, mais peut-être un mot sur la polémique au centre de laquelle vous avez été la semaine dernière, avec la publication de ce tweet dans lequel vous avez évoqué la présence d'un lobby gay au sein de l'Assemblée nationale. Quel regard aujourd'hui vous portez sur cette polémique ? Est-ce que vous rediriez ces mots et quelles leçons vous tirez de la polémique de la semaine dernière qui a été très rapide et relativement violente? Effectivement, il va falloir en tirer quelques leçons. Alors évidemment, je reconnais que le mot était démesuré, était mal approprié. Par contre, je ne reconnais aucune homophobie qu'elle soit. Ça montre beaucoup de choses, soit un malaise de notre société, pour être monté aussi rapidement, comme s'il y avait des mots interdits. Alors, ce mot, je reconnais, il était parfaitement maladroit, je le regrette. Je n'ai pas... Est-ce que j'allais dire, je n'ai pas à me justifier, dans le sens où j'allais dire, je me ferais penser un peu à Zidane. Lorsqu'il a donné son coup de tête, il a eu tort, mais ça faisait 1h30 qu'on insultait sa famille. Mais ça n'excuse pas son coup de tête. Ça veut dire que quand vous dites Zidane, ça fait 1h30 qu'on a insulté sa famille, c'est-à-dire vous-même, vous vous sentez au sein de la REM depuis des semaines ou des mois pris à partie? C'est ce que j'ai dit dans mon courrier. D'ailleurs, j'ai voulu expliquer le contexte et mon courrier est passé à la presse. On ne sait jamais comment les choses vont à la presse, mais elles y vont. Donc j'ai expliqué dans mon courrier le contexte. Ça fait 6 mois que parce que j'émets une réserve sur la PMA, où je suis traitée d'homophobie, de manif pour tous, d'intégriste, de soutenir des minorités religieuses radicales, c'est étonnant, on ne peut pas émettre une réserve sur ce sujet sans être mis dans une case homophobe et radicalisée et intégriste. Alors je comprends pourquoi, ça permet de discréditer mes propos, on ne l'écoute pas, vous voyez, c'est une minorité intégriste, ce n'est pas des gens qui valent le coup d'être écoutés. Puis allez, je ne sais pas s'ils ne valent pas le coup d'être écoutés, mais en tout cas je n'y suis pas, c'est sûr. Et du coup, ma parole ne peut plus être entendue. Alors justement, sur le fond, sur quoi se fonde votre opposition à l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules? Alors voilà, alors sur le fond, figurez-vous qu'au début j'étais pour. C'est pour dire que j'étais favorable. Et puis quand on entend les gens, à condition de se laisser imprégner par ce qu'ils disent, pas faire notre béat, je l'entends, je l'écoute, mais j'entends rien. Non, on entend ce qu'ils disent. Et bien petit à petit, mon point de vue a changé, clairement. Il a changé au point d'être maintenant plus que réservé. Là, moi, je ne signe pas un blanc-seing à cette chose-là, clairement.
Alors, qu'est-ce qui est réservé? D'abord, mine de rien, c'est quand même une vraie question, l'absence de père. Moi, je n'ai guère envie d'être associée à l'éviction des pères dans la société. C'est mettre le père facultatif dans la loi. Donc, je voudrais un peu que... Est-ce qu'un père, c'est utile? Alors, je vois bien des jeunes femmes élevées par deux mères, et on me dit, ils se développent, ils se grandissent. Évidemment, vous savez, l'enfant, vous le nourrissez, il se développera, et même, tout va bien aller. Il n'est pas là, le problème. Je voudrais qu'on me réponde par oui ou par non à cette question fermée. Oui, un père n'est pas indispensable, ou oui, un père est inutile. Et c'est cette société-là que je ne veux pas. Je ne veux pas de cette société qui dit que l'autre n'est pas utile, que l'autre n'est pas nécessaire. Et précisément, vous, personnellement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez été dans cette situation d'élever un enfant seul. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, votre enfant devenu adulte s'est développé tout à fait normalement? Voilà, est-ce que finalement, ces enfants, ils existent? Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et quel regard on porte sur cette réalité? Ils existent, tout à fait. Et en plus, ils se portent très bien. Donc, tout va bien. Cela dit, nul ne peut le dire. Il manque quelque chose. Mais on fait tous avec nos névroses et on fait tous avec nos manques. Donc eux aussi, est-ce que moi, législateur, quand ils existent, ils existent. Est-ce que moi, législateur, je dois les mettre en compte, les faire venir? Ça pose aussi beaucoup de contradictions. Alors d'abord, ça ouvre la boîte de Pandore. Est-ce que l'autre n'est pas nécessaire? Parce que demain, le gars qui est toute sa vie sur son lit d'hôpital, est-ce qu'il sera nécessaire? Ça ouvre une boîte de Pandore éthique et morale qui me pose question. Ça ouvre une boîte de Pandore des contradictions. L'année dernière, j'étais ravie qu'on augmente de 30% le complément mode de garde pour les personnes seules parce que je l'ai vécu et je sais que 30% mode de garde, c'est vraiment bien. Et là, on va multiplier les familles monoparentales puisque la PMA s'ouvre pour les femmes seules et donc les femmes en couple lesbiennes. On me dit qu'il vaut mieux être aimé par deux femmes ensemble plutôt que d'être dans une famille hétérosexuelle où le père vous bat, que sais-je. Effectivement, il n'y a pas de doute. Sauf que la défaillance n'est pas réservée aux hétérosexuels, que ces femmes divorcent autant que tout le monde. Donc on multiplie les familles monoparentales, je trouve ça un peu antinomique avec notre politique. Et puis ça ouvre la boîte de Pandore de la médecine, qui n'est plus une médecine qui répare, qui apporte du soin, mais une médecine qui répond à une revendication personnelle. Et là, ça ouvre une autre boîte de Pandore. D'autant qu'on a entendu, je faisais partie de la mission bioéthique, on a vraiment écouté tous les spécialistes, juristes, biologistes, scientifiques. Ils sont 50-50. Quand on entend Jacques Testard, le père des deux bébés éprouvettes, où là je me suis dit, bon, c'est le père des deux bébés éprouvettes, il sera pour. Eh bien non, il brandit la pancarte, principe de précaution, eugénisme et sélection. C'est quand même, ça pose de graves questions. Et quand on voit les femmes, les couples de femmes, elles sont de plus en plus nombreuses, ou même des femmes célibataires, aller à l'étranger pour pratiquer une PMA. Est-ce que la France peut rester? Est-ce qu'elle peut tenir dans cet isolement? Et est-ce qu'on peut tenir alors que la pratique se répand de toute façon, qu'on le veuille ou non? Eh bien ça, c'est une question parfaite et je vous remercie de me l'avoir posée. Ça signifie où est notre liberté? Sous prétexte que ça se fait ailleurs, on est alors condamné, on peut tout faire. Et comme les autres pays le feront, aujourd'hui, nous, on a des chercheurs qui sont suffisamment, qui ont une déontologie assez importante pour ne pas toucher au génome, par exemple. Mais en Chine, on y touche. Ça se fera ailleurs. Si on part de cet argument-là, dans ce cas, il faut le faire pour tout. La peine de mort existe aux États-Unis. Alors, est-ce qu'on fait sous prétexte que ça existe ailleurs? On me dit, ces femmes voyagent, elles payent le voyage, elles le font. J'ai envie de dire, on assume son choix. C'est-à-dire que quand même le premier acte parental, puisque c'est un projet parental, le premier acte parental qui va élever un enfant, éduquer un enfant, c'est de faire quelque chose qui est interdit dans son pays. Pourquoi pas? On assume. C'est quand même ça pose question quand même. Et alors la deuxième question, c'est que du coup, sous prétexte que ça se fait ailleurs, on doit le faire. Alors on fait tout. La GPA se fait ailleurs. L'utérus artificiel, sachons-le, il sera là en 2060-2080. C'est dans 50 ans. Il sera fait quelque part dans le monde, je n'ai aucun doute. Alors où est notre liberté? Est-ce que ce n'est pas dans la limite et dans un moment dire non? Sinon, pour le coup, il n'y a plus de liberté dans nos limites. Une question juste sur le calendrier. Est-ce que vous en savez plus sur cette loi sur la PMA? Est-ce qu'elle arrivera avant les européennes ou est-ce qu'elle sera repoussée après? Et est-ce que vous demandez, est-ce que vous souhaitez la liberté de vote sur un texte comme celui-ci? Alors, la liberté de vote, on l'a, c'est dans les statuts. Ce qu'on a signé au début,
on a quand même des consignes sur tout ce qui est économique. Enfin, on n'a pas de liberté de vote là-dessus, hormis, c'est écrit, hormis pour les questions éthiques. Donc la liberté de vote, on l'aura. Ça, il s'agit de liberté de conscience, c'est dans la loi de 1905. Donc ça, on aura la liberté de vote. Quant au calendrier, je doute que ça arrive avant les européennes, ça risque fort d'être après même. Est-ce que la liberté de vote, elle sera effective? Parce que pour l'instant, on a l'impression que vous êtes un peu seul à porter cette position au sein du groupe. Alors est-ce que ça veut dire que d'autres pensent comme vous et n'osent pas le dire? Ou est-ce que effectivement vous vous sentez seul à porter ces positions et ces questionnements? Alors d'abord, ce n'est pas pareil de voter contre ou de s'abstenir. Et donc c'est pas pareil. Voter, s'abstenir, il risque d'en avoir d'autres. Il y en a d'autres qui effectivement se posent des questions que je pose. Par exemple, voilà, un désir a-t-il vocation à être assouvi? Enfin, est-ce un progrès? Est-ce que parce qu'on peut le faire, on doit le faire? Simplement, c'est compliqué de s'opposer sur ce sujet-là. C'est comme je vous ai dit dès le début, avant même d'ailleurs que j'émette, c'était juste une petite réserve. J'ai juste dit non, on n'est pas tous d'accord et il va falloir qu'on en parle entre nous. Alors là, ça a été immédiatement dans la case homophobe. Donc ça veut dire qu'au sein du groupe, il n'y a pas de discussion possible sur ce sujet-là? Je pense qu'il va y en avoir parce que justement, j'ai semé un peu le trouble ces derniers temps. Et effectivement, on a besoin de débat et il va y en avoir. Alors, je voulais aborder avec vous une autre question de bioéthique qui n'est pas la PMA, qui est une question sur les tests génétiques. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de tests génétiques qui sont proposés uniquement pour des raisons médicales. Et l'une des propositions qui est à l'étude, c'est d'élargir ces tests génétiques à une population générale, soit pour prédire des maladies, soit pour prédire ses propres maladies, soit pour prédire les maladies de ses enfants. Est-ce que vous êtes favorable à l'élargissement de ces tests génétiques ou est-ce que vous craignez, comme certains, une dérive eugénique, comme peuvent l'évoquer certains observateurs? Agnès Thiel. Alors vous avez raison déjà de dire qu'il n'y a pas que la PMA, parce que dans cette loi, il y a la congélation des ovocytes, il y a l'intelligence artificielle, il y a le droit de la filiation qui pose beaucoup de questions. Finalement, la PMA, c'est 5% et ça monopolise un peu toute l'attention. Effectivement, il y a les diagnostics, le DPI. La loi n'est pas encore écrite et il y aura beaucoup de discussions. Les avis sont franchement partagés. Effectivement, ça peut être d'eugénisme, clairement. Alors, il va falloir cadrer, parce qu'en même temps, aujourd'hui, vous pouvez regarder, alors puisque vous faites cette recherche-là, vous voyez telle maladie, alors vous dites à la personne, non, c'est bon, vous pouvez maintenir votre grossesse parce qu'il n'y a pas telle maladie, et on avait interdiction de voir qu'il y en avait une autre. C'est dommage aussi. Donc il y a comme ça des incohérences à résoudre, mais il va falloir être très vigilant pour l'eugénisme, pour la sélection, évidemment. Je pense que lorsque cette loi sera écrite, elle va être compliquée à cadrer et il y aura beaucoup de regards pour la cadrer. Est-ce que vous croyez à la possibilité de débats apaisés à l'Assemblée nationale ou est-ce que pour vous c'est un vœu pieux du gouvernement et d'une partie de la majorité? Écoutez, j'ai certes semé un tsunami, mais peut-être que ça va aider à l'apaisement. Parce qu'après, quand la mayonnaise monte très haut, ça redescend. Et justement, j'ai soulevé un problème qui fait qu'il n'y avait pas eu de dialogue avant ou que le dialogue était difficile. Donc peut-être que là, de part et d'autre, on va demander à ce que le dialogue soit possible. Un dernier sujet qui n'est pas dans la loi, qui ne sera pas dans la loi a priori, c'est la fin de vie. Oui. Est-ce que vous êtes pour effectivement qu'on écarte une réforme de la loi Leonetti de toute réforme aujourd'hui bioéthique, ou est-ce que ce sujet risque de revenir sur la table? Je crains qu'il revienne, pas dans la loi bioéthique, il ne viendra pas dans la loi bioéthique. Je crains qu'il revienne sur la table parce que j'ai des collègues qui sont favorables. Moi, je suis radicalement opposée. Pour moi, la loi Leonetti est largement suffisante. Par contre, il faut qu'elle soit appliquée partout, il faut qu'on développe les soins palliatifs. Il y a beaucoup de choses à faire. Le collègue qui est favorable à une évolution dit qu'on meurt mal en France. Il faut reconnaître, il y a un mal mourir en France. Donc, il faut qu'on résolve ça. Mais alors, je ne suis vraiment pas ni pour une euthanasie, ni pour un suicide assisté, ou d'ailleurs le terme, c'est plus suicide quand c'est assisté. Et vraiment, je m'opposerais clairement à ça, mais on est quelques-uns aussi. Une dernière question de Lou Bémont-Senneville dans cette première partie de Face aux chrétiens. Oui, sur cette question de la fin de vie, justement, est-ce qu'il y a un débat possible au sein du groupe ou est-ce que c'est un sujet
interdit, un débat impossible ou au moins compliqué comme c'est le cas pour la PMA. Comment vous sentez les choses au sein du groupe? Alors, il n'y a pas eu de débat avec le grand groupe. Il y a un groupe de travail fin de vie animé par Jean-Louis Touraine, que vous connaissez. Dont vous faites partie de ce groupe de travail? Oui. Un groupe de travail qui est un peu à l'arrêt ces dernières semaines. Oui, alors là, comme il y avait la mission bioéthique, donc qui nous a pris beaucoup de temps, et là, il y a des réunions qui recommencent. Je me suis inscrite, là, je ne sais plus, c'est la semaine prochaine, enfin très bientôt. Donc visiblement, ce groupe de travail reprend. Voilà, on est un peu dans le même... il ne faut pas que ce soit les pour et les contre, il faut que chacun explique ses points de vue. Voilà, clairement, on n'a pas très envie de légiférer sur ce sujet qui est très compliqué. Alors bien sûr, ça se fait aussi ailleurs, mais et alors, sommes-nous libres ou pas finalement? Merci Lou Bémond de Senneville. Nous marquons une première pause dans cette première partie de Face aux chrétiens et nous retrouverons dans un court instant notre invité Agnès Thill qui sera interrogée par Alain Baron. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens avec notre invitée Agnès Thill. Elle est interrogée par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, bonjour madame. Bonjour, En vous écoutant défendre avec talent vos arguments contre l'extension de la PMA, on peut se poser quand même une question. Pourquoi vous avez rejoint une formation politique, certes nouvelle, mais qu'on savait très libérale sur ces sujets-là, plutôt que vous n'êtes pas rapproché de quelqu'un comme M. Poisson, par exemple, qui défend des thèses à peu près similaires aux vôtres? Donc, au moment des présidentielles, je me suis clairement reconnue chez Emmanuel Macron. D'abord parce que le malaise de la France est vraiment certain et qu'il fallait effectivement aller vers les réformes qui font un mix entre protéger et libérer. Je suis vraiment d'accord avec tout ce qu'on fait. Clairement, là, on va mettre la réforme de la fonction publique. J'approuve tout ce qu'on fait au niveau économique, allègement des charges, etc. Je suis d'accord avec tout, hormis ces questions éthiques, clairement. Mais c'est important, l'éthique, c'est même capital dans un projet politique. Oui, c'est important, mais comme vous dites, donc c'est un parti libéral. Et c'est une vraie question, est-ce que le progressisme, c'est ça? Est-ce que le progressisme, est-ce un progrès? Est-ce que parce qu'on peut le faire, on doit le faire? Est-ce que c'est libéral d'être, je ne vais pas dire bien pensant, mais d'aller vers le tout permis, jusqu'où s'arrête-t-on ou ne s'arrête-t-on jamais? C'est quand même de vraies questions. Le sujet éthique était, on me le dit dans le programme. Bon, moi, je suis un peu plus réservée là-dessus parce que quand je faisais les brocantes, c'était vraiment pas ni dans le petit livret, ni quand on me dit c'est pour ça que tu as été élu, les gens n'ont pas forcément été élus là-dessus. Au pied aller, même si c'était dans le programme, enfin par exemple la PMA, imaginons même qu'il reste plus que, à mon sens, il reste plus que ça comme argument. On ne va pas donner un enfant ce qu'on l'a promis, c'est quand même pas un jouet de Noël, n'est-ce pas? Donc oui, j'ai rejoint ce mouvement parce que, surtout, je m'y reconnais. Comment, je vais vous poser une question difficile, Agnès Thill, mais comment vous définiriez le macronisme? On dit souvent c'est un pragmatisme, une efficacité. Où est-ce qu'il emmène la France, au-delà de ça, au-delà du pragmatisme? Eh bien, c'était le macronisme, je trouve que c'était des hommes et des femmes de tous horizons, vraiment. Et à travailler ensemble sur la même chose. Alors effectivement, on se reconnaît sûrement sur ce qui est politique, sur ce qui est économique. Sur ce qui est éthique, c'est sûrement difficile, même entre nous, il faut l'avouer, sur la laïcité, sur les sujets-là, PMA, bioéthique, choses comme ça. Donc il va falloir trouver un consensus, ou en tout cas, s'il n'y a pas de consensus, que chacun soit respecté et que chacun puisse donner son opinion. C'est pas son opinion, c'est pas mon opinion. En fait, il y a beaucoup de gens derrière moi qui pensent la même chose. Donc c'est pas l'opinion d'Agnès Thill dont tout le monde s'en fiche en vérité. Il faut que les uns et les autres, on écoute tout le monde et qu'on prenne en compte chacun. Alain Baron. Depuis le début de l'été, le chef de l'État connaît une phase politique un peu compliquée, avec pas mal de cailloux dans sa chaussure. Et notamment, il y a une étiquette qui lui colle à la peau depuis un certain temps, c'est M. Macron, président des riches. Ça vous choque qu'on dise ça? Vous trouvez que c'est injuste? C'est un peu injuste parce qu'on ne dit pas tout ce qui est fait. On a augmenté le minimum vieillesse, le minimum adulte handicapé, le RSA, le 30% mode de garde aux familles monoparentales. On fait beaucoup de choses pour les personnes les plus défavorisées. Alors,
Effectivement, je sais, par exemple, j'ai entendu les retraités, moi j'en entends beaucoup dans ma circonscription, la CSG. Effectivement, on voudrait tous qu'on ne touche à rien. Quand vous dites est-ce que vous voulez que les choses changent, oui, mais est-ce que voulez-vous changer quelque chose? Non. En même temps, il faut entendre la colère. Comme je vous disais au début, moi je vais donner des cours particuliers pour avoir 17 € de plus par mois. Et effectivement, on est à 17 € près. Je pense que ce qui lui colle à la peau un peu, c'est pour dire le président des riches, c'est le fameux ISF qu'on nous ressort tout le temps, mais c'est 3 millions et c'est pas ça qui fait. Je pense que c'est un peu injuste. D'abord parce qu'on a pris le pays, ça fait 20-30 ans que rien n'a été fait, qu'on le prend dans un état où tout est à remettre sur la table, tous les EHPAD, les prisons, l'éducation nationale, tout, les retraites, tout. Résultat, tout le monde voudrait vivre mieux et tout va mal. Donc on nous met un peu sur le dos tout ce qui ne va pas depuis des années. Or, on fait un maximum. Le SMIC sera augmenté, il y aura un salaire, un 13e mois à la fin du quinquennat, il y aura 100 € de plus. Ça n'a jamais été fait, tout ça. Alors le président, hier soir, a fait un mea culpa, disant qu'il n'avait peut-être pas assez écouté, justement. On sait qu'il va y avoir une grande manifestation ce week-end avec les Gilets jaunes. Vous comprenez ce malaise, notamment dans les zones rurales, mais il n'y a pas que des zones rurales, des gens qui trouvent qu'ils sont accablés de taxes, l'essence qui augmente, toutes les charges qui augmentent. Ça, c'est évident qu'on le comprend. On ne peut pas le nier. S'ils sont dans la rue, c'est qu'ils ont quelque chose à dire. Et c'est qu'ils vivent mal, qu'ils souffrent. On ne peut pas nier la souffrance. Elle est là. Et c'est vrai que dans la ruralité, ils ont forcément besoin de leur voiture. On bouge et on secoue vraiment tout. Par exemple, là, pour la transition énergétique, il y a 48 000 morts par an. En Espagne, c'est pire. Ils ont interdit le diesel, là. En 2040, ils ont 20 ans pour faire la transition. Ce sera vraiment interdit. On n'arrête pas de dire depuis des années, ça ne va pas, la couche d'ozone, ceci, cela. Mais on atteint un niveau de non-limite et en vérité, on ne change rien à nos habitudes. Ou si peu, ça ne fait pas grand-chose. Là, la fameuse augmentation, il y a quand même le baril, certes, il y a quand même le baril qui a augmenté. Hein. Ce n'est pas uniquement la taxe. En 2012, on en était là. Et puis, comme après ça a rebaissé, on n'a plus rien dit. Mais c'est vrai que cette France-là souffre parce que il manque de médecins, et parce qu'ils se sentent démunis, parce qu'ils sont obligés de prendre la voiture, on ne pense pas à eux. Ils voudraient gagner plus. Effectivement. Comment vous expliquez, parce que comment vous dites à vos électeurs, par exemple, dans l'Oise, qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui vous disent on va aller manifester, on va essayer de bloquer des carrefours ou je ne sais pas quoi ce week-end, vous leur dites quoi? J'ai envie de leur dire qu'ils viennent et qu'on discute et qu'on en parle, parce que quand même le bloquer, ça embête l'autre. Et on n'a jamais raison d'ennuyer l'autre. La manifestation est un droit constitutionnel, donc ça, ils ont le droit de manifester. Mais par contre, évidemment qu'il y aura des choses faites pour que celui qui veut vivre, aller je ne sais où, à un mariage chez ses parents, à l'hôpital, il doit pouvoir y aller aussi. Que la liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc, mais j'ai envie de leur dire, mais je vous comprends, mais il ne suffit pas de dire ça, il faut vraiment l'entendre. Et venez m'expliquer quels sont vos soucis. Quand on parle avec eux, par exemple le diesel, donc on commence à en parler, au bout de quelques minutes, en vérité, ils ne parlent plus du diesel. Ils nous disent, oui, mais ça augmente, et voilà, et moi, ça me fait tant € de plus par mois. Et hop, ça dévie, et d'ailleurs, il y a ça, et puis ma fille, elle a été au chômage, et puis ça dévie automatiquement. Ça ne parle pas que du diesel en réalité, c'est un malaise beaucoup plus général. C'est quelque chose qui se surajoute à tout le reste en fait. Oui, c'est un malaise beaucoup plus général. Et encore une fois, le chef de l'État a annoncé tout récemment, enfin hier, dans son intervention télévisée, qu'il fallait que toutes les chaudières au fioul allaient sans doute être obligées d'être changées dans 10 ans. Ça aussi, ça va être une charge lourde pour les gens. Alors on accompagnera. Il est vrai qu'il faut que chacun prenne la mesure du changement. Il va falloir penser autrement. Or, ça fait des années qu'on est dans l'individualisme, chacun pour soi. On prend chacun notre voiture, on fait ce qu'on veut. On a perdu le sens du collectif. C'est d'ailleurs le problème, là, la loi PMA, etc. Enfin, moi, je trouve que, voilà, je ne veux pas revenir là-dessus, mais effectivement,
ça me pose un problème même de démocratie, d'effondrement, à force d'aller comme ça sur l'individualisme et non plus le corps social. Donc, on a créé cette société d'individualisme et aujourd'hui, il faudrait qu'on retrouve le sens du collectif. C'est vrai que je pense à ma ruralité, là, à mes villages. Eh bien, il faudrait qu'on s'organise pour dire comment je peux... Enfin, moi, quand j'étais seule, il n'y a pas à dire. Quand on ne s'en sort pas, c'est qu'est-ce que je peux dépenser de moins. Eh bien, du coup, je ferai mes courses en rentrant du travail, je n'irai pas samedi exprès. Ou alors, s'il faut accompagner le petit au foot, eh bien, on va demander aux voisins et qu'on y aille à tous dans les mêmes voitures. Mais on ne le fait pas parce qu'on est habitué à faire ce qu'on veut, à être infiniment libre, on se sent libre et on est individuel. Mais Agnès Thiel, vous touchez à un vrai sujet là. Est-ce qu'effectivement, au-delà de la fiscalité, le ressort du mouvement de grogne aujourd'hui, ce n'est pas un problème de fond sur la politique? On reproche aux élites d'avoir des mesures technocratiques et on ne voit pas le grand projet qui se dessine, qui serait juste pour tout le monde. Il y a un problème quand même peut-être de dessin, de comment aujourd'hui, avec les transformations écologiques, économiques qu'on a affrontées, on conçoit une évolution qui soit juste pour tout le monde. Comment on fait du commun? On est en train de transformer tout. Alors c'est sûr que ça bouscule énormément les gens. Enfin, et du coup, personne n'est satisfait parce qu'on touche à tout le monde. Donc c'est une transformation radicale de tout. Effectivement, il faut retrouver du commun et du sens du collectif. Alors qu'on a élevé pendant des décennies, on est allé vers le contraire. Chacun a son téléphone. Enfin, on se souvient tous qu'il y avait un téléphone dans une maison. C'est pas si vieux. Enfin, et il y a beaucoup de choses comme ça d'ailleurs où c'est très récent. Enfin, c'est qu'en 82, jusqu'en 82, monsieur signait encore la déclaration d'impôt au nom du foyer fiscal et madame n'avait pas à la signer. C'était hier, 82. Il y a beaucoup de choses comme ça où on a créé cette génération et on a perdu le sens du collectif. Et effectivement, les gens sont en colère, ça clairement. Ils souffrent de tout. Ils souffrent qu'il n'y ait plus de médecins, ils souffrent que leur voiture coûte cher, ils souffrent d'une différence ou d'une non-compréhension. Ils souffrent de 30 ans d'abandon. En 18 mois, il y a quand même quelque chose d'étonnant. En 18 mois, après l'élection de M. Macron, c'est une espèce d'euphorie. Il a eu une majorité très claire à l'Assemblée nationale. Tout le monde semblait... Enfin, il y avait une forte majorité. Et en 18 mois, on est passé de cette euphorie à une espèce de rébellion généralisée. C'est quoi? C'est un problème de communication? C'est un problème d'attitude, de comportement? C'est peut-être un problème de communication et de pédagogie, mais je ne vous suivrai pas sur le premier point. C'est que vous dites qu'il y avait une euphorie, il a été élu. On était humble quand on a été élu. C'est ce que je dis depuis quelques jours là, pour la PMA. Et on avait raison d'être humble. On n'a pas été élu avec une euphorie, comme vous dites. On a été élu avec très peu. Et voilà mon polémique, là, mon tweet polémique qui disait « la haine ne représente pas la France ». Bien sûr, institutionnellement, ça représente la France, mais pas socialement. Enfin, on est 300... La haine, l'Assemblée nationale, oui. Pour comprendre. Hein, L'Assemblée nationale ne représente pas la France. Et on est 300, mais on représente les 2 tiers, mais on n'est pas les 2 tiers des Français. Enfin, moi j'étais humble parce que j'étais face au FN et que quand même un individu qui n'est pas de la circonscription, qui n'est pas du département, que personne ne connaît, il fait quand même presque autant que moi de voix. Enfin, on était tout simple. Donc quand on dit qu'il a été élu avec une euphorie, on était content. Il a été élu avec peu. Et peut-être qu'on oublie quand on est les 2 tiers de l'Assemblée qu'on a été élu avec peu. Et pourtant, heureusement qu'on est les 2 tiers parce qu'il faut qu'on change tout ce qui ne va pas et qui n'a pas été bougé depuis 30 ans. Alors vous disiez, vous étiez humble peut-être vous-même, mais c'est un reproche qui est fait quand même à certains élus de La République En Marche, c'est d'être un peu arrogant, un peu... Voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas un problème là quand même ? Je pense qu'effectivement, on a tort de l'être. On a tort de l'être. Je ne vais pas dire que c'est le problème du suffrage en France. Enfin, c'est notre fonctionnement institutionnel, mine de rien. Mais comme on représente les 2 tiers et qu'on a une forte majorité, peut-être qu'avec le temps, on peut se dire tant mieux, on avait tout ça à changer, il faut qu'on le change et on peut le faire. Mais il ne faut pas oublier qu'on a tous les autres Français qui sont sur le territoire et qui n'avaient peut-être pas forcément voté pour nous et qui, pour le coup, sont très nombreux.
Oui. Donc vous n'avez pas réussi peut-être ou pas suffisamment su faire pour entraîner le pays dans cette grande étape de transformation? C'est effectivement une bonne question. Alors il faut expliquer pourquoi on fait ça. Il faut l'expliquer. Et c'est compliqué parce qu'on est un parti jeune et on n'a pas un parti sur le terrain. Vous voyez, enfin, comment l'expliquer? Moi, je passe mon temps en circonscription et le dire. Par exemple, les retraités. Et je connais bien le sujet. Hein. Je suis tutrice de mon vieux père et j'étais curatrice avant. Mais par exemple, ils me disent souvent quand je les reçois, on a travaillé toute notre vie. Et alors, on doit avoir ça. Sauf que ça ne fonctionne pas pareil. C'est drôle parce que c'est paradoxal, parce que finalement, on a travaillé toute notre vie, c'est un peu un capitalisme, et en même temps, ils sont pour la retraite par répartition, ce qui est complètement antinomique. Et ce n'est pas ce qu'ils ont mis toute leur vie qui payent leur retraite, c'est les actifs. Et à l'époque, les actifs, il y en avait le double de ceux qui travaillaient. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, quand il n'y aura plus du tout d'actifs et on voudrait passer de 9% de chômeurs à 7% à la fin du quinquennat. Vous imaginez s'il y avait 10% et on a plus de retraités, on en a 2 fois plus. Mais pour le coup, ils ne gagneraient rien. C'est les actifs qui payent leur retraite. Alors, je comprends, ils disent oui, mais ça, ce n'est pas mon problème, moi, j'ai travaillé. Et donc, alors les petites retraites, on n'y touche pas, évidemment. Alors ils me disent, mais est-ce qu'à 1 400 €, c'est une grosse retraite? On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Je ne voudrais surtout pas vexer les gens. Il s'avère qu'il y a beaucoup d'actifs et plus d'actifs que de retraités qui gagnent moins, qui gagnent 800 €, 600 €, 800 €, 1 200 € le SMIC et seuls avec des familles. Alors en même temps, ils me disent, oui, mais nous, on aide nos enfants. Enfin, je les comprends, j'entends, et il faut justement entendre tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des efforts à faire de toutes parts. On a surtout tout à changer, un changement de pensée, de pensée pour tout le monde. Agnès Thill, juste très concrètement, samedi, vous serez où? Samedi, jour de blocage. Dans votre circonscription, vous serez attentive à ce qui va se passer sur les routes, vous irez à leur rencontre, vous accepterez de les rencontrer? En général, je vais à la rencontre de tous et je suis même toute seule contre tous, mais ça m'est égal, je suis là pour. Enfin, voilà, il y avait les manifestations pour les fermetures de classe, j'y étais. Et donc j'irai les voir, bien sûr. J'ai des rendez-vous samedi, mais j'irai les voir. C'est évident. En fait, ça, c'est bien au-delà du prix du diesel, même si c'est le début, même si ça en fait partie. C'est une colère générale qui monte depuis longtemps, en fait. C'est pas pour rien qu'on avait juste Macron et le Front National. Hein. Et pourtant, il y a un procès qu'on ne peut pas faire au président Macron, c'est qu'il avait annoncé les réformes. Il avait annoncé beaucoup de ces réformes, et ça, on ne peut pas dire qu'il a pris les gens par surprise. Donc là, il y a quand même... c'est étonnant, cette colère qui monte. Oui, c'était annoncé, c'était fait, mais après, quand ça nous touche, c'est différent. Et en fait, tout le monde est touché. Je ne doute pas qu'on va faire la réforme de la fonction publique. Il y aura encore des soucis, ou la retraite, ou autre. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous voulez changer, oui. Vous voulez, changer quelque chose, non. On veut bien que l'autre change, mais pas nous. C'était annoncé, est-ce que les gens en ont la mesure? En même temps, on bouscule, certes, mais on ne va pas non plus dans les extrêmes, dans la bousculade. Je vois pour la loi immigration, enfin, vous voyez, il y a les uns, les autres, on pourrait faire beaucoup plus d'un côté ou beaucoup plus de l'autre, on est quand même dans la mesure, mais il faut qu'on touche à tout, parce qu'on veut absolument que le travail paye d'abord, et puis qu'il y ait moins de chômeurs, on veut passer de 9 à 7%, parce que ce sont les actifs qui payent les retraites, et il y aura plus de retraités, parce que c'est le seul moyen d'émancipation, de pouvoir dire c'est moi qui ai payé le caddie de course, et c'est pas une indemnité que je ne sais quoi. Merci Alain Baron, nous marquons une nouvelle pause dans cette édition de Face aux Chrétiens, restez avec nous. Nous nous retrouverons dans un court instant avec Agnès Thill, députée LREM, qui sera interrogée par Romain Mazenot. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de Face aux Chrétiens avec notre invitée Agnès Thill, députée LREM. Elle est interrogée par Romain Mazenot de RCF. Oui, Agnès Thill, on va s'intéresser à votre ancienne casquette d'institutrice et directrice d'école. On va s'intéresser à l'éducation. Le ministre Jean-Michel Blanquer, comment vous le qualifieriez? Est-ce que c'est l'un des hommes forts du gouvernement? C'est un de ceux qui ont fait leurs preuves?
Alors, je vous avoue que je suis ravie depuis le début que ce soit lui, notre ministre. D'abord parce qu'il était recteur en Guyane et puis sur l'Académie de Créteil, et il connaît bien la maison. Et c'est une maison particulière, la maison Éducation nationale. Et je suis ravie qu'il y ait dans les différents ministères des gens qui connaissent, qui connaissent le terrain. Mme Buzyn, elle était médecin, enfin voilà. Et là, je suis ravie que ce soit Jean-Michel Blanquer, très clairement. Il va exactement dans la direction que je soutiens, donc, et la direction dans laquelle je suis ravie qu'il aille. Alors, beaucoup de choses. D'abord, pour les plus démunis, une justice sociale. Clairement, les CP-CE1 en ZEP, c'est une mesure de justice sociale. Le dédoublement des places de CP, pour vous, vous voyez les effets, enfin, on peut déjà mesurer les effets, c'est positif. Ah oui, complètement, complètement. Là, on a mis les moyens, c'est le premier budget de France, l'éducation nationale, et on met vraiment les moyens. Là, cette année, c'est plus 1,7%, on met tout ce qu'il faut, alors que la démographie baisse. Alors justement, des moyens, il veut donner la priorité au primaire, il y aura 1800 créations de postes dans le primaire, mais il y a des suppressions de postes au collège et au lycée, il y avait la grève lundi. Qu'est-ce que vous dites aux syndicats qui sont inquiets, qui ne comprennent pas parce qu'ils disent qu'il y aura une poussée démographique dans cette tranche d'âge, collège-lycée? Qu'est-ce que vous dites? Oui, mais les postes qui sont retirés, ça correspond à 0,2%. Moi, j'ai fait le calcul dans l'Oise. Voilà, j'ai fait le calcul dans l'Oise, ça fait 0,12 dans mon département. Donc vraiment, c'est invisible. On a assuré qu'il y aurait il y aurait pas de surcharge de classe. Donc ces inquiétudes, elles n'ont pas d'objet. Oui, je pense que c'est un peu pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. Enfin, vraiment, tout est fait. Alors, c'est vrai qu'il y a une priorité au primaire, hein, clairement. Mais il n'y a quand même pas de quoi grincer à ce point des dents. Qu'est-ce qu'elles vous disent, vos anciennes collègues, institutrices ou directrices d'école? Est-ce que les choses, depuis 1 an et demi, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais est-ce que les choses s'améliorent? Est-ce qu'elles ont l'impression qu'on va dans le bon sens, comme vous le dites? Oui, ça va dans le bon sens au niveau du taux d'encadrement, par exemple. On ne le dit pas assez, mais il y aura 300 000 élèves de moins dans les 3 ans à venir. Dans l'Oise, là, c'était 618 cette année d'élèves en moins. Et l'année prochaine, c'est 1193, arrondissons à 1200. C'est le double. Et donc, normalement, on aurait dû supprimer des postes. Mais on n'en supprime pas. Et même, on en rajoute un petit peu. C'est vous dire, moi là, j'ai travaillé justement, j'avais la mission enseignement scolaire sur le budget 2019, je voulais axer mon travail sur la ruralité. Je n'ai jamais vu un taux d'encadrement aussi bas. J'ai vu que des classes à moins de 20 élèves, 17, 19, 21, 24. Bien sûr, vous en aurez des villages qui vont me dire, ici, il y a eu une fermeture, mais quand il y a fermeture, ils sont à 28. Enfin, dans mon temps, c'était 30 et 32. Enfin, c'est pas un exemple, c'est pas parce que dans mon temps, c'était ça qu'il faut faire pareil. Mais honnêtement, on a un encadrement comme du jamais vu. C'est une priorité. Quand le ministre dit qu'il veut être le ministre des professeurs, est-ce qu'il y a quand même un malaise, des enseignants qui se sentent mal aimés ou des relations avec les parents d'élèves qui sont difficiles? Alors ça, je suis ravie justement. On devrait tous lui dire bravo, enfin ça arrive. Moi, je vais vous dire une anecdote et je ne sais pas si je devais la dire, mais c'était en 2000 que j'ai déposé plainte pour outrage. Et moi, je mesure 1,55 m, donc les CM2, ils sont aussi grands que nous. Et donc, les coups de pied dans les mollets, on les a. C'était il y a 18 ans. Oui, ça fait 20 ans que l'éducation nationale va mal sur tous les plans. Pourquoi on ne trouve pas de professeurs? Ce n'est pas parce que les élèves sont terribles. Les élèves, c'est toujours des petits-enfants avec 2 bras, 2 jambes. Mais on a construit une société particulière, une société d'individualisme, une société de j'ai tous les droits, une société d'une conquête de droits à tout prix, une conquête de droits à l'infini, revenons à la PMA, sans l'associer au devoir. On a construit une société du zéro frustration. Et il est là le malaise, je trouve. On ne trouve pas d'enseignants parce que c'est ça qui est un peu difficile. Vous savez, moi, c'est vrai, les inspecteurs sont venus me voir parce que j'écrivais en rouge. Voilà, il y a quand même, c'est compliqué. Et alors, quel est le problème? C'est mal poli d'écrire en rouge. C'est-à-dire que là, les parents vont à l'inspection en disant « elle a écrit en rouge, pourquoi n'est-ce pas signé ?» Point d'interrogation, le cahier. Eh bien, voilà, enfin... Oui, c'est compliqué c'était plus compliqué avant-hier d'être en classe qu'il y a 20 ans. Et je suis ravie, on a un ministre là, alors peut-être que c'est cette vague-là qui a fait que, eh bien, il prend position et il dit, ben non, la parole de l'adulte va être prépondérante et on va l'écouter. Et tous les faits doivent être dits.
alors on devrait lui dire bravo et merci, parce que franchement, ça fait 20 ans qu'effectivement, ce n'était pas ça. Comment faire face aux violences dans les écoles, aux abords des écoles? Certains évoquent la présence même de policiers dans les établissements. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Je ne sais pas, mais tout se pense, tout se réfléchit, et pourquoi pas. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il faut rétablir de l'autorité dans les écoles. Mais cette autorité, il faut voir comment on peut la mettre. Est-ce que c'est par le biais de la police? Je ne suis pas certaine. On a un peu cette société de zéro frustration et de tous les droits. Je veux dire, vous dites à des... je caricature et on ne peut pas dire que c'est ça partout. Mais quand vous dites, bon, on sort les cahiers bleus, non, pourquoi? Je n'ai pas envie. Et ça peut être, je me rappelle, c'était en 2000, enfin, à 5 ans, en maternelle. Bon, bah, tu vas en coin peinture. Non, pourquoi j'ai pas envie? Bah, c'est ma vie. Alors, c'est rigolo, ils ont 5 ans. C'est quand même, c'est rigolo, mais on est devant, face à 25. Et alors, l'autorité du prof, là, si on cède et qu'il peut ne pas sortir son cahier bleu, c'est compliqué. Et si c'est nous qui forçons, c'est compliqué aussi. Donc, ce n'est pas une autorité via la police qu'il faut remettre, mais peut-être une autorité d'adulte. C'est vrai que, j'allais dire mon exemple, là, il y a 20 ans, quand les parents sont assez plaints que j'écrivais en rouge. Eh bien, peut-être que si simplement on remettait, si on remettait une autorité et qu'on disait aux parents, ben, écoutez, à l'école, l'autorité, c'est la maîtresse. Alors, elle a dit ça, eh bien, il s'exécute, il fait ça. Sauf si, évidemment, pas de maltraitance. Là, venez nous le dire s'il y a quelque chose de maltraitant. Mais vraiment, se mettre en rang, vous savez, les enfants, ils supportent les règles et la sévérité. Et vraiment, ce qu'ils ne supportent pas, c'est l'injustice et l'incohérence. Et pour le coup, il vaudrait mieux mettre des règles, parce que la liberté, elle s'exerce dans les règles. Elle ne s'exerce pas hors limite. La France est toujours mal placée dans les classements internationaux au niveau de l'éducation. Est-ce que ces études, alors elles font l'objet de critiques aussi, on dit qu'il y a c'est des critères qui ne sont pas forcément objectifs ou qu'il y a des biais, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi redresser la barre sérieusement là Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Moi, je fais partie des membres du CSP. Nous avons refait les programmes là, des cycles 2, 3 et 4. Évidemment, le lycée, puisqu'il y a la réforme, mais là, on parle un peu plus du primaire. Et oui, tout à fait. Mais vous savez, il y a d'autres avant nous qui avaient dit que c'est compliqué, l'éducation nationale. Il faut froisser personne. Et c'est pareil, il y a eu des décennies et des décennies où on nous a expliqué, les enfants ont un sous-main, par exemple, je ne sais pas si les gens le savent, avec les tables de multiplication. On nous a expliqué pendant des décennies, on s'en aperçoit que les résultats des évaluations en mathématiques et en français sont catastrophiques. Mais ça fait des décennies, moi quand j'ai débuté, il n'y avait pas les tables sous la main. Et je sanctionnais un enfant, je ne sais pas moi en CE1, 3 paquets de bonbons avec 8 dans chaque paquet, si tu n'as pas mis 8 x 3, 24, tu avais faux, mais je sanctionnais. La réponse, désolé, il faut une majuscule, un point et un S à bille. Et ça va à l'époque, on mettait des notes. Je te dis, tu auras 9,5 sur 10, c'est pas pour ça que tu vas redoubler. Mais alors là, après, on nous a dit qu'effectivement, il ne faut pas sanctionner l'orthographe. Parce que c'était le problème. Donc, il ne faut pas sanctionner l'erreur d'opération, parce qu'il avait bien compris le problème. Correct, c'est ça Ben, après tout, ça s'expliquait. Mais finalement, on en est arrivé à dire qu'un enfant qui vous répond 42 points, il a presque juste son problème. Alors, je caricature, mais on en est arrivé là. Donc, effectivement, il faut redresser la barre aujourd'hui. Et Jean-Michel Blanquer le fait, pour le coup. On veut du calcul mental, on veut des dictées, on veut de la lecture. Alors, on nous dit on le fait. On le fait, et bien alors avec un peu plus de rigueur et surtout d'exigence. D'exigence, quoi. 8 x 3, c'est 24, ça n'est pas autre chose. Et puis, si ce n'est pas 24, ben, c'est faux. Et on l'apprend par cœur, ça fait pas mal au ventre. Sur le lycée, la réforme du bac avec donc la fin des filières, les 4 épreuves terminales et le fameux grand oral, tout ça, ça va dans le bon sens pour vous? Moi, je trouve que ça va dans le bon sens, oui, complètement. D'abord parce qu'il faut aussi... ça ne sert à rien d'aller au bac général si ce n'est pas pour faire d'autres études. Dans ce cas, il vaut mieux s'orienter parce que toutes les études sont bonnes. Et si on va à un bac général, on sait que c'est pour faire des études longues après.
Donc il faut y penser, il faut qu'il y ait une orientation en conséquence, il faut voir vers quoi on va. On ne va pas vers le bac pour aller vers le bac, on change pas, on ne va pas de classe en classe parce qu'on a eu des bons résultats et puis du coup on passe de classe en classe, ça n'a aucun intérêt, on se prépare un avenir. Mais dès qu'on est petit, on se prépare un avenir. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une case définitive, on peut toujours revenir, rien n'est irrémédiable. Mais dès qu'on a 10 ans, on peut dire « Et qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus grand ?» Et puis vétérinaire ou je ne sais quoi, m'occuper des animaux ou autre chose. On a le droit de changer d'avis. Mais il faut y penser. On ne va pas en 6e parce qu'on a les bonnes notes et puis en 5e parce que c'est le chemin. Non, on est en train de construire une vie chaque jour. Alors à la jeunesse, l'une des promesses phares d'Emmanuel Macron pendant la campagne, c'était le service national universel qui sera testé, qui commencera à être testé l'année prochaine. Il y a des critiques qui arrivent d'organisations de jeunesse sur le caractère obligatoire, en tout cas du mois à l'âge de 16 ans, là, dont 15 jours en internat. Vous comprenez ces critiques ? D'abord parce qu'on est français, il faut qu'on critique. Donc ça, ok, critiquons. Mais je suis ravie qu'il y ait ce service universel. Il faut forcément qu'il soit obligatoire si on veut pouvoir avoir toute une classe d'âge. Ce n'est pas du tout l'ancien service militaire, du tout, et ce n'est pas non plus une extension de la journée. Mais on veut justement pouvoir qu'une classe d'âge s'engage et retourne à une conscience d'engagement citoyen. Donc il y aura, c'est 15 jours, un mois, enfin à ma connaissance c'est un mois obligatoire, voilà, 2 fois 15 jours, un mois obligatoire, et puis ensuite un engagement volontaire, là pour le coup volontaire. Si ce n'est pas obligatoire, ça ressemble au service civique ou à autre chose qui est déjà là. Or, on veut pouvoir toucher toute une classe d'âge, les 16-25 ans. Et il y a d'autres. Oui. Oui. On rejoint ce thème de la contrainte dont vous parliez tout à l'heure. Là, le projet du gouvernement, c'est quand même effectivement un service qui va être contraignant pour les jeunes. Oui, c'est bien, c'est là où s'exerce la liberté, c'est là où on peut voir le voisin et se rendre compte que ce voisin-là, il ne sait pas lire et écrire. C'est là où on peut voir un autre en disant toi, tu aimes ça, tu vas t'orienter là-dedans, on peut s'engager dans quoi? Au service de l'autre, pour retrouver un peu du collectif. Ouais. Il y a d'autres initiatives qui pourraient être prises pour aider la jeunesse, notamment la jeunesse périphérique, la moins diplômée, la moins apte à s'adapter aux mutations économiques, à aider cette jeunesse à s'intégrer? D'autres initiatives? Alors justement, il faut qu'on crée des ateliers pour pouvoir atteindre cette jeunesse, effectivement, parce qu'elle ne doit pas être assignée à résidence et elle peut aussi s'engager pour elle et pour la jeunesse en général. En fait, on veut recréer un peu un sens du collectif. Et c'est compliqué parce que ça fait des décennies qu'on élève les gens vers l'individuel et ce n'est pas la jeunesse qui est individuelle, c'est les adultes qui les ont élevés comme ça. Et ces adultes, c'est notre fruit, c'est nous qui les avons élevés. On ne s'est peut-être pas trompé de direction parce que c'est la vie, on fait quelque chose et on peut faire marche arrière. Mais la jeunesse dont vous parlez, effectivement, elle ne vaut pas moins que l'autre, ni plus. Elle est capable de s'engager pareil et de faire pour le voisin et de faire pour elle-même et de faire pour les autres. Donc c'est elle qu'on veut atteindre, mais tous les autres, pas seulement elle. Dans les autres sujets de société, vous faites partie d'un groupe de réflexion avec le député Florent Boudié sur l'islam, sur l'organisation de l'islam de France. Quel est l'objectif de ce groupe ? Il va falloir qu'on réfléchisse. Bon, il y avait eu, on avait parlé de la loi de 1905, donc là, je ne suis pas sûre que ce soit d'actualité du tout. Pas touché à la loi de 1905 pour vous. Voilà, exactement, non. Alors moi, je suis très attachée à la laïcité. J'aurais pu enseigner en école catholique, puisque vous avez dit. Je suis vraiment très attachée à l'école de tous et de tout le monde, et que tout le monde y soit. Et des plus démunis, j'étais en ZEP, à tous, que tout le monde ait accès à tout. Et puis à la liberté de culte. La laïcité, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une opinion, c'est justement que chacun puisse en avoir ou pas. Donc je suis très attachée à ça. Moi, je n'ai jamais dit ma religion. Ça, c'est su par le plus grand des hasards, parce que quand vous devenez député, on regarde Google et votre nom et on trouve tout sur vous, et j'ai publié un livre. Donc, sinon, je n'ai jamais dit que j'avais une religion. D'abord, j'ai un devoir de neutralité absolue, et que ce soit économique, politique, religieux. Ouais. Alors ce groupe, on a un problème, il faut regarder les 3 religions monothéistes ou les diverses communautés en France. Notre pays n'a rien à voir avec il y a 70 ans.
L'islam aujourd'hui en France est la deuxième religion de France et c'est à prendre en compte, c'est intéressant. On l'a vu, cette évolution dans les écoles. Tous les ans, et vous le savez bien, depuis quelques décennies, il y a toujours des histoires, petit à petit, le poisson qui est parti, ou alors à la kermesse, il ne faut pas mettre des merguez, ceci. Tout ça, c'est venu dans la vie de tous les jours. Et comment on peut assurer un autre financement pour couper les influences étrangères? C'est vraiment la question qui revient toujours, mais on a l'impression que, voilà, vous dites ne pas toucher à la loi de 1905, alors on fait comment? Alors ça va être une des questions de ce petit groupe, parce que la taxe halal, par exemple, c'est pas constitutionnel. Voilà, on veut réfléchir à l'influence, à la formation des imams. On ne peut pas structurer, l'islam n'est pas structuré. Et donc c'est compliqué. Et pourtant, il faut bien qu'on pense à certaines choses, parce que la formation des imams, le financement, l'influence des pays extérieurs dans le financement, tout ça, il faut qu'on puisse avoir le droit de le poser sur la table et de le regarder en face. Et là, les avis divergeront sûrement encore entre nous. Et c'est bien normal, comme la PMA, c'est un peu éthique, ça. L'enjeu, si je ne me trompe pas, c'est aussi de faire en sorte que les musulmans, on va dire modérés pour faire simple, ne soient pas sous l'emprise des réseaux les plus radicaux. Complètement. Est-ce que là, il y a des débats chez vous? Est-ce qu'on sous-estime la menace de ces réseaux radicaux? Ou est-ce qu'au contraire, on en fait trop, on s'inquiète trop de cette... Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. On ne sous-estime pas, on sait qu'ils sont là. Et donc, on n'en fait pas trop. Mais effectivement, il ne faut pas confondre les deux. Vous savez, moi, j'étais directrice de l'école rue Cavaignac lorsqu'il y a eu les attentats, à la Belle Équipe, et la Cavaignac et le Bataclan. Donc, je suis particulièrement atteinte et touchée par ça. Effectivement, D'abord, les choses ont changé là, depuis ces attentats. On n'avait pas du tout les mêmes soucis, et même en France, on ne voyait pas les choses de la même façon. Donc on ne sous-estime pas, on sait que la menace est là, on sait que l'influence est là. Parfois, nous, et on le dit, et je le dis à l'REM, là je l'ai encore dit récemment, avec ces histoires de PMA qui finalement soulèvent beaucoup de choses, qu'il ne faut pas, nous, d'une certaine façon, qu'on ait de ça. Vous voyez, moi j'ai... Par exemple, parfois un problème avec l'égalité. Il n'y a pas le signe égal, pour ma part. Il ne faudrait pas que je dise entre l'homme et la femme. C'est deux entités différentes. Qu'on parle d'équité, qu'on parle d'égalité des droits, absolument. Merci beaucoup Agnès Thiel. Nous sommes obligés d'interrompre cette émission, mais notre invité la semaine prochaine sera Pierre Matonnier, maire d'Aurillac, que nous invitons à l'occasion du Congrès des maires de France. Vous pouvez nous retrouver d'ici là sur les sites de KTO, de la Croix et de Radio Notre-Dame. Bonne semaine à tous.